Andelatte raconte. Christophe Andelatte. Une affaire criminelle aujourd'hui, l'affaire criminelle la plus incroyable que je connaisse. L'affaire Tommy Recco, qui commence en Corse et sur laquelle plane, d'un bout à l'autre, un parfum très étrange, mystique, le mauvais sort. Même si au bout, ce Tommy Recco qui se cherche des excuses est un tueur en série de la pire espèce. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous raconte cette histoire, il est en prison depuis 37 ans. C'est donc l'histoire du plus vieux prisonnier de France que je vais vous raconter aujourd'hui. Et juste après, j'ai invité Guy Morel, sa femme est l'une des victimes de Tommy Recco. Et vous verrez, 38 ans après, il garde pour Recco une haine féroce. Voici donc cette histoire que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Andelatte. Cette histoire commence à Propriano, en Corse du Sud, dans les années 60. Quand c'est encore un petit port de pêche, un décor de cartes postales, mais sans les cartes postales. Justement, les pinsounes du continent n'ont pas encore débarqué. Et un matin d'octobre 1960, le garde-pêche de Propriano, Joseph Casabianca, a disparu. Sa femme appelle les gendarmes. Mon Joseph, il fait presque nuit, il n'est pas rentré. Son bateau est à sa place, mais sa moto n'est pas là. Et Madame Casabianca, vous êtes sûr qu'il est pas chez des copains, le Joseph? Il me l'aurait dit. Enfin, je crois, mais déjà à midi, normalement, il aurait dû passer boire le café à la maison, et ce midi, il n'est pas venu. Les gendarmes se mettent donc à la recherche du garde-pêche Casabianca. Et vers 10h du soir, ils tombent sur sa moto sur le bord de la route. Alors ils se garent et à la lumière de leurs torches, ils inspectent les environs et notamment la plage qui est juste en dessous. Et ils tombent sur un cadavre. Et ce cadavre, ils le reconnaissent tout de suite. C'est Joseph Casabianca, le garde-pêche. Il a reçu une décharge de chevrotine, mais c'est pas tout. Il a été massacré, la tête écrasée, le corps couvert de blessures. On s'est acharné. Et près du corps, il y a une douille de fusil de chasse. Et aussi des débris de couleur verte. On dirait des morceaux de crosse. On l'a achevé à coups de crosse. Il en faut de la rancœur pour finir un homme à coups de crosse. À Propriano, tout le monde connaissait Joseph. Est-ce qu'il a été tué par des pêcheurs, des braconniers qui l'auraient dérangé? Oh, on a du mal à le croire. Le garde-pêche Casabianca n'était pas bien méchant et surtout pas le genre à déranger des braconniers. Il n'avait jamais mis un seul PV de toute sa carrière. Et assez vite, la rumeur désigne un coupable. Un enfant du village, Joseph Thomas Recco, que tout le monde appelle Tommy, et qui se trouve être le filleul du garde-pêche. Il paraît qu'il a une carabine peinte en vert. Et pourtant, il était aux obsèques de son parrain. Il a même porté le cercueil. Sur le moment, ça ne va pas plus loin que la rumeur. Mais un mois plus tard, fin novembre, le propre frère de Tommy, Pierre Recco, se présente à la gendarmerie. Et à son tour, il balance Tommy. J'ai des choses à vous raconter. Le 29 octobre, je vais pas vous mentir, on braconnait avec Tommy au large. On pêchait à la dynamite. Tout le monde fait ça par ici, je vous l'apprends pas. Et puis à un moment donné, on s'est rendu compte que Joseph Casabianca, il nous avait vus. Tommy, ça l'a mis dans une colère noire. Il a dit de me cacher dans ma cabine, il a démarré le bateau, il a foncé jusqu'à la plage, et on a accosté. Et j'ai entendu des éclats de voix, et puis un coup de feu. Et puis Tommy est remonté dans le bateau, et on est reparti au large. Et il a jeté le fusil à la mer. Incroyable. Pierre Recco vient de balancer son frère. Alors qu'en principe, ils sont inséparables. Comme quoi l'omerta, la fameuse omerta, parfois c'est un mythe. Bon. Eh bien, on va arrêter Tommy. Et il l'avoue, figurez-vous. Il confirme tout ce que dit son frère. Oui, il a tué son parrain d'un coup de fusil. Et ensuite, il l'a massacré à coups de crosse avant de lui défoncer la tête avec une grosse pierre de 30 kilos. Après ses aveux,
Il est conduit chez le juge, et devant le juge, il confirme. Et donc c'est plus qu'un assassinat. Il a aussi commis des actes de barbarie, les coups de crosse, les coups de pierre. C'est une circonstance aggravante. Pourquoi ? Personne ne comprend. Tout le monde les connaît, les récos. Ils ont la plus grande poissonnerie du village. Le père pêche, la mère est à la caisse. Ils ont 11 enfants, 7 garçons et 4 filles. Tout le monde les connaît. Ce sont des enfants du village. Et puis les récos, ce sont des gens qui ont connu des drames. Un enfant mort en bas âge. Et un fils de 20 ans mort dans un accident de la route. Et la Tommy qui assassine le garde-pêche, son parrain. Mais quel malheur ! Quel malheur ! Ce qui fait que quand Tommy se rétracte, quelques jours après, parce qu'il se rétracte, les gens sont plutôt soulagés. Il dit au juge, « Alors, hein, c'est pas moi qui ai tué Joseph Casabianca. Hein. Je suis innocent de tout. J'ai rien à voir dans cette histoire. » Ouf ! Une bonne partie du village préfère croire à son innocence. Qu'il soit innocent arrange tout le monde en fait, sauf que le juge ne croit pas du tout à ce revirement, du tout, et il le renvoie devant la cour d'assises. Le procès de Tommy Recco s'ouvre en décembre 1962, et là, soyons clairs, il risque la peine de mort. Et tout le clan Recco est là, la mère, Micheline, en tête, qui dit et qui répète « Mon fils, mais c'est un ange, mon fils. Mon fils est innocent. » Sauf qu'à la fin, Tommy Recco est condamné à mort, condamné à la décapitation. Il sauve sa tête, il est gracié par le général de Gaulle. Sa peine est alors commuée en réclusion criminelle à perpétuité. Mais tout de même, quelle malédiction pour cette famille. 2 enfants morts, et maintenant Tommy qui est condamné à la prison à vie. Coquin de sort, oui. Coquin de sort. Et là, il faut que je vous affranchisse. Il faut que je vous raconte ce que disent les gens de Propriane sur cette malédiction qui frappe la famille Recco. On raconte qu'à la fin des années 20, il y a donc 40 ans, le père Recco aurait trouvé une tortue géante échouée sur la plage de Propriane. Que tout le monde voulait la remettre à l'eau, cette tortue. Mais que lui, le père, il lui a coupé la tête, crac! Et il a gardé la carapace, dont il a fait un berceau qui a vu grandir ses 11 enfants. Ça serait pour ça que le sort s'acharne sur eux. Je vous dis ce que racontent les gens. Hein. Cette famille est frappée par une malédiction, la malédiction des Recco. Vous y croyez ? Peu importe. Eux, ils y croient. Et ça n'est pas ce qui se passe 10 ans plus tard, en 1979, qui va les faire changer d'avis. Vous, peut-être, en revanche, le 29 avril 1973, 10 ans après la condamnation de Tommy, un autre de ses frères, Ernest Toussaint Recco, s'embrouille avec son beau-frère en revenant d'une plongée. Et pam ! Le beau-frère le descend d'un coup de fusil. La malédiction. Je suis comme vous. J'ai un peu de mal avec ces choses-là. Mais quand vous aurez entendu la suite... Car ça n'est pas fini. 3 ans après la mort d'Ernest Toussaint, un autre des frères Recco est assassiné. Pierre, celui qui justement avait dénoncé Tommy. Il est abattu sur la plage par 2 hommes cagoulés. On parle à l'époque d'un règlement de compte amoureux. Mais pour les gens, ça n'est que la suite de la malédiction. Encore un qui meurt pour avoir grandi dans la carapace de la tortue assassinée. Et ça continue. Quelque temps plus tard, c'est Francine Recco, l'une des sœurs de Tommy, qui tombe dans l'escalier et qui se tue. C'est un accident, mais c'est le 5e des 11 enfants Recco à mourir. Et si on ajoute Tommy qui est en prison, ça fait 6 enfants sur le carreau. Alors vous n'y croyez toujours pas à la malédiction des Recco ? Écoutez plutôt la suite, qui débute par la libération de Tommy.
Après 17 ans de cabane, lui qui avait échappé à la peine de mort et dont la peine avait été commuée en perpétuité, sort de prison le 7 novembre 1977. Il a 43 ans et la seule chose qui lui est interdite par le juge, c'est de remettre les pieds en Corse. Tommy Recco s'installe donc à Marseille, où il trouve un emploi de livreur chez un marchand de matériel de plongée, avec une zone de livraison qui s'étend à tout le sud de la France. Il est apprécié de ses collègues. Il a la confiance de son patron. C'est un modèle absolu de réinsertion. On pourrait même dire de rédemption. Rédemption. Tu parles. 2 ans plus tard, se déroule un événement qu'on ne relie pas tout de suite à Tommy Recco. Le 23 décembre 1979, 2 jours avant Noël, le supermarché Mammouth de Béziers est victime d'un hold-up. Il était environ 13 heures lorsque 3 hommes, le visage découvert, sont entrés dans le centre commercial de la Dulag à Béziers. Parmi la foule des clients, ils se sont rendus discrètement vers la salle des coffres. Pendant que l'un des gangsters entrait dans la pièce, les 2 autres faisaient le guet devant la porte. Dans ce bureau qui sert de salle des coffres, 3 jeunes caissières, comme tous les jours, à la même heure, étaient en train de comptabiliser la recette de la matinée. Les obligeant à ouvrir le coffre-fort, le gangster n'a pas hésité à tuer froidement les 3 employés d'une balle dans la tête. Elles s'appelaient René Chamaillou, Sylvette Morel et Josette Alcaraz. Elles avaient toutes les 3 moins de 30 ans. Elles ont été abattues à bout portant au 357 Magnum, une balle chacune dans le crâne. Et l'un des corps porte des traces de coups. Je vous passe la polémique qui suit sur la sécurité dans ce supermarché et dans les supermarchés en général. Assez vite on se dit que le ou les tueurs devaient connaître l'endroit. Des convoyeurs de fonds? Des employés d'une société de surveillance? Pour les services de police, l'hypothèse du tueur solitaire est celle qui revient le plus souvent. Plus précisément, un familier du centre commercial qui a tué de sang-froid pour ne pas être reconnu. Monsieur Lyon, le directeur de l'hypermarché, qui hier après-midi, en compagnie d'un des responsables nationaux de la société Mammouth, a rendu visite aux familles des 3 victimes, penche lui aussi pour cette hypothèse. Personne, naturellement, ne pense que ça pourrait être le livreur de matériel de plongée. Personne. Trois semaines plus tard, le 18 janvier 1980, dans une villa de Carqueiranne, près de Hyères, dans le quartier chic de la Californie, on retrouve 3 cadavres. Le propriétaire de la villa, M. Le Goff, sa fille de 11 ans, Sandrine, et leur voisin, M. Courtry. Ils baignent tous les 3 dans une mare de sang. Ils ont pris 1 balle chacun. Mais que faisait le voisin chez M. Le Goff? On interroge sa femme et on apprend que, juste avant d'être abattue, la petite Sandrine a tenté de joindre sa mère là où elle travaille. La mère était déjà partie, mais elle a eu une de ses collègues. Et elle lui a dit ceci. « Mon papa est un danger. Il y a un monsieur qui s'attaque à lui. C'est le cousin de René. Il est très énervé. J'ai peur qu'il veuille tuer papa. » Qu'a fait la collègue? Comme la mère venait de partir et il n'y avait pas de portable en 1980. Elle a cherché dans l'annuaire le nom des voisins et elle les a appelés. Et le voisin, M. Courtry, est allé voir. Et il a été buté, lui aussi. Donc cette enquête ne démarre pas sans bille. La petite Sandrine, avant de mourir, a donné un nom à la collègue de sa mère. Elle a parlé du cousin de René. À partir de cette phrase et de ce prénom, les gendarmes ont interpellé 2 René. Le premier est un cousin éloigné de la famille, le second travaillait avec M. Le Goff à la Capte. Depuis ce matin, les gendarmes vérifient minutieusement leur emploi du temps. La 3e personne entendue est un homme de 35-40 ans prénommé Tony, et c'est le cousin d'un des 2 René. Et pour les gendarmes, c'est le suspect numéro 1. D'abord, ils ont appris qu'un vieux contentieux l'opposait à M. Le Goff. Ensuite, Tony a contre lui un lourd passé judiciaire, une condamnation pour homicide et un séjour récent à la prison des Baumettes. Enfin, il y a l'arme du crime, un revolver P38 de gros calibre, une arme de tueur presque de professionnel. Or, hier soir, chacune des 3 victimes a été tuée par une seule balle dans la tête. Tommy Recco, le retour.
17 ans après sa condamnation à mort, le voilà à nouveau mêlé à une affaire de meurtre. Et là, c'est un triple meurtre. La malédiction? Un peu facile, non? La perversion? Plutôt. Le voilà en tout cas en garde à vue. Et pour l'instant, il nie. Il nie absolument. Il n'est jamais allé dans cette villa de Carqueiranne. Jamais. Dans l'espoir de provoquer un déclic, le gendarme lui glisse sous le nez le journal du jour avec à la une la photo de la petite Sandrine, 11 ans, tuée à Carqueiranne. Ça ne lui fait aucun effet. Et là, à travers la vitre, Tommy Reco voit passer sa cousine. C'est ma cousine, ça, monsieur. Et qu'est-ce qu'elle fait là, ma cousine? Eh bien, on l'interroge. On l'a convoquée à cause de ce que tu as fait. Alors tu vas nous le dire. Bon, d'accord. À toi, je vais le dire. Mais je veux pas que tu prennes la machine à écrire. Le bruit des touches, ça me fait mal à la tête. Le gendarme accepte. Voilà. C'est bien moi qui ai tiré à Carqueiranne. D'abord, j'ai tué le père. Mais parce qu'on s'est disputé, hein, le coup est parti, quoi. Ensuite, le voisin et la gamine, j'ai tiré dessus pour qu'ils ne me dénoncent pas, c'est tout. C'est hier soir, après plus de 36 heures d'interrogatoire, que Tommy, le suspect numéro 1, aurait avoué le triple crime de Carqueiranne, dont l'origine serait une rivalité amoureuse. Tommy, 46 ans, reprochait à M. Le Goff de lui avoir pris sa maîtresse. Il serait venu lui demander des comptes vendredi, la querelle aurait mal tourné et Tommy aurait abattu M. Le Goff de 2 balles dans la nuque, puis il aurait tué M. Coutry, le voisin venu porter secours, et enfin la petite Sandrine pour qu'il n'y ait pas de témoin. Et l'arme du crime? Il dit qu'il l'a jetée au bord de la route, sur le chemin du retour. On fouille, on ne trouve rien. Les aveux de Reco sont, comme on dit, circonstanciés. Il décrit les 3 meurtres un par un, avec beaucoup de détails. Mais ce qui est troublant, c'est sa froideur quand il raconte. Il ne manifeste aucune émotion. Et encore moins d'excitation, comme on en ressent parfois face aux tueurs en série. Il est, disons, atypique, ce Tommy Reco. De toute façon, dès le lendemain, il se rétracte, comme il l'avait fait en 1960 après le meurtre du garde-pêche. On l'a forcé à avouer. Mieux, il accuse les gendarmes de l'avoir frappé et même de l'avoir violé. Il dit qu'ils lui ont enfoncé un manche à balai dans les fesses pour l'humilier. Et d'ailleurs, il porte plainte pour cause et blessure et pour viol. Pour mettre fin à cette pantalonnade, les gendarmes lui font passer des examens médicaux. Il a bien des égratignures et des griffures sur le visage, mais il a très bien pu se les faire lui-même. Et par ailleurs, il a une perforation au tympan de son oreille gauche. Il dit que c'est une gifle que les gendarmes lui ont donnée. Mais ça peut être aussi le résultat d'un coup de feu ou la conséquence d'une plongée puisqu'il est plongeur. Son anus est regardé à la loupe. Aucune trace de viol. Aucun traumatisme. À part ça, entre-temps, les gendarmes ont fait le lien avec la tuerie du mammouth de Béziers. Car il y a des similitudes entre les deux affaires. Le même mode opératoire, les 3 caissières du supermarché de Béziers et les 3 victimes de la villa de Carqueiranne ont été abattues d'une seule balle, dans la tête, à bout portant. Mais comme il vient de se rétracter dans l'affaire de Carqueiranne, faut pas compter sur ses aveux pour le mammouth de Béziers. Il vaudrait mieux trouver des preuves. Et d'abord, est-ce que c'est la même arme qui a servi dans les 2 affaires? On donne à un expert en balistique les balles retirées des 6 corps, les 3 de Béziers et les 3 de Carqueiranne. Eh bien, c'est la même arme. La voilà, la preuve. C'est donc Tommy Reco qui a tué les 3 caissières de Béziers et les 3 de la villa de Carqueiranne. Ça paraît clair. Et d'ailleurs, dès le lendemain, dans les journaux, Reco se fait traiter de tueur en série. Il y a sa photo en grand, c'est lui qui les a tués, tous les 6, pas de doute. Entre-temps, pour sa défense, Reco a enrôlé la star du barreau de Marseille, celui que l'on surnomme le renard argenté à cause de sa chevelure, Maître Lombard. Et Paul Lombard vient rappeler que son client,
s'est rétracté pour le triple meurtre de la villa. Alors c'est peut-être la même arme, ça il ne le conteste pas, mais ça ne permet pas de l'accuser des 6 meurtres. C'est quelqu'un d'autre, c'est tout. Ensuite, Lombard fait parler le patron de Tommy Rico, censé être le garant de sa moralité. Tommy Rico a travaillé 2 années pour moi. Je peux vous dire que c'était un garçon exemplaire, un employé modèle. D'ailleurs, il a toute ma confiance, et ni moi ni mes collègues ne souhaitons la lui retirer aujourd'hui. Le patron fera marche arrière quand il découvrira qu'en fait, pendant 2 ans, Tommy Rico a détourné de l'argent. Il l'a volé pendant tout le temps où il a travaillé chez lui. Mais il a raison, Paul Lombard. Pour l'instant, en dehors des aveux, il n'y a rien dans ce dossier. Il en faut beaucoup plus pour le renvoyer devant une cour d'assises. À chaque fois que le juge fait venir Rico au palais, il y a des dizaines et des dizaines de personnes dehors qui hurlent « À mort! À mort !» Au milieu desquels, bien sûr, on retrouve les amis des 6 victimes. S'il l'avait sous la main, il le lyncherait. D'ailleurs, une fois, les gens dehors se jettent sur Rico juste au moment où il monte dans le fourgon, et il s'en faut de peu qu'il prenne un nion. Et ensuite, c'est Maître Lombard qui se fait secouer. Heureusement qu'un journaliste s'interpose, lui aussi, il a failli être lynché. Au mois de mai 1981, 1 an et demi après la tuerie de Béziers, une preuve tombe du ciel. Le journal a publié un article sur l'enquête, et un homme appelle la PJ de Montpellier. Bonjour. Voilà, je m'appelle Monsieur Maffre. J'étais dans le supermarché Mammouth le jour de la tuerie. Et le gars là qui a sa photo dans le journal, moi, je l'ai vu ce jour-là. Il patientait dans un coin avec un carton. Il était juste avant midi. Il se souvient de Rico à cause de ses yeux, bleus, fond de piscine, comme sa belle-sœur. Le juge veut organiser un tapissage derrière une vitre sans teint. Maître Lombard s'interpose. Je m'y oppose formellement. Allons donc. La photo de mon client fait la une de tous les journaux. Ce monsieur n'aura aucun mal à le reconnaître. C'est une pantalonnade. Il n'a pas tort. De toute façon, le juge commence à y voir plus clair sur ce qui s'est passé au Mammouth de Béziers. Depuis qu'il sait que 6 mois avant le drame, Rico a livré personnellement une combinaison de plongée à un comptable du magasin. C'est à ce moment-là qu'il repère les lieux. C'est là qu'il localise la salle où les caissières comptent leur argent. Ensuite, le juge organise une reconstitution au supermarché. Mais ça, c'est un fiasco complet. Rico refuse de descendre du fourgon de police, puisqu'il est innocent. Qu'est-ce que vous voulez qu'il reconstitue? Donc, pas de reconstitution. Quelque temps plus tard, je vous le signale comme ça, et vous en ferez ce que vous voudrez, un autre frère Rico, Antoine, est condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour le viol et le meurtre de 2 campeuses. La tortue. En prison, Tommy Rico s'est fait pousser les cheveux, façon Jésus-Christ, aux yeux bleus. Et c'est comme ça qu'il se présente à son procès à Draguignan le 6 juin 1983. Il se prend pour Jésus-Christ, avec ses longs cheveux bruns qui lui tombent dans le dos. Joseph Thomas, dit Tommy Rico, fait sensation dès qu'il apparaît dans le box des accusés. Je suis innocent, hurle-t-il, je suis innocent à 100%, comme l'était notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le bouc émissaire idéal. Le président a beau se fâcher, on ne peut plus arrêter l'accusé. Le procès de Tommy Rico vire d'entrée au pugilat. Les familles des victimes l'insultent et lui répond. On fait venir les experts psychiatres. Est-il fou? Il est normal, sont venus dire les experts. Tommy Rico ne souffre d'aucune anomalie, il n'est ni pervers ni dément, et il n'a aucune image pathologique, comme on dit. Pour mieux connaître l'accusé, on n'a pas lésiné sur les moyens, 4 examens psychiatriques, 2 examens psychologiques, 2 enquêtes de personnalité et un scanner. Tout cela pour en arriver à la seule conclusion qui intéresse les jurés, Rico est responsable de ses actes. Maître Lombard conteste avec vigueur. Rico se prend pour le Christ. C'est bien la preuve qu'il n'est pas normal. Et puis,
Mamma Reco vient à la barre. C'est quelque chose, ça. Parce que c'est elle la mère de tous ces enfants morts et de ce fils monstrueux qui aurait tué 7 personnes. C'est elle qui a posé ses bébés, un par un, tous ces bébés, dans cette carapace de tortue. Il y a très peu d'accusés qui ne craquent pas lorsqu'on fait comparaître leur propre mère devant une cour d'assises. Tommy Reco a fait comme les autres, il a pleuré. Je suis innocent, maman, à 100%, mais personne ne veut me croire, dis-leur, toi. Et la vieille Madame Reco le regarde et calmement lui dit « Je sais, mon petit, je sais ». On fait asseoir le témoin, c'est la vraie Mama, petite, toute de noir vêtue, un fichu sur ses cheveux blancs serrés en arrière. Tout ce qui tombe, déclare-t-elle d'emblée, c'est pour les Reco. Vous savez, Monsieur le Président, dans la famille, on en a eu des malheurs. Et après, Mamma Reco demande au président d'aller embrasser son fils. Réprobation dans la salle, mais elle y va quand même. La fin du procès est à la hauteur du reste. Maître Collard va plaider pour la famille de l'une des caissières assassinées. Et la Reco se met à chanter dans son box. Parole, 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 parole. La tête de Gilbert Collard. L'avocat général, on est en 1983, n'y va pas par 4 chemins. Je regrette amèrement de ne pas pouvoir requérir la peine de mort. Je ne vous le cache pas. Il demande perpète avec 18 ans de sûreté. Le délibéré est très court, 1h45. Et Joseph Thomas Reco, dit Tommy, est reconnu coupable des 6 meurtres et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, mais sans peine de sûreté. À quoi bon? Puisqu'il y est toujours en prison, actuellement détenu au centre de détention de Borgo, en Corse. On ne l'a jamais laissé sortir. Il est le plus vieux prisonnier de France. Une dernière pour la route. Mamma Reco est morte aujourd'hui, à l'âge de 75 ans. Et vous savez où? Au beau milieu du chemin de croix, à Lourdes. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.